Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est de l'eau, c'est du vent que l'on boit et puis que l'on oublie, chantait Claude François en 1970. C'est bien de l'eau que transportent les canalisations dont on va parler aujourd'hui. Canalisations posées parfois, souvent même, par nos glorieux prédécesseurs depuis longtemps oubliés. Malheureusement, nombreux sont les tronçons qui sont désormais redevenus du sable mouvant, nous empêchant justement d'accéder à une partie de la ressource que l'on a pourtant récupérée, traitée et acheminée à moitié. C'est de l'eau, mais c'est aussi du vent en quelque sorte, quand ces mêmes canalisations anciennes produisent du chlorure de vinyle monomère dont on évoquera également l'existence cet après-midi. Et donc, c'est bien pour éviter de nous baser sur ce passé désormais dépassé et pour anticiper l'avenir avec tous les outils dont nous pouvons disposer que l'on vous propose de se retrouver aujourd'hui sur Idealco pour cette conférence réalisée en partenariat avec l'ICMITID. Et donc, pour nous accompagner aujourd'hui dans le traitement de ce sujet ô combien d'actualité, vu le nombre que vous êtes en direct actuellement, nous aurons le plaisir d'accueillir plusieurs participants experts de leur domaine qui vous partageront leurs connaissances, leurs témoignages également d'agents de collectivité. Donc, pour brosser ensemble un premier déroulé des échanges que nous aurons, nous commencerons par entendre Marie Baffreau qui travaille pour l'ICMITID. Bonjour Marie. Bonjour à tous, enchantée. Donc, vous nous parlerez dans un premier temps du contexte, un peu des enjeux de cette thématique Oui, tout à euh, fait. pour voilà, nous remettre bien dans le contexte au niveau un peu technique, scientifique. Nous aurons ensuite le plaisir de voir la démonstration produite par Mathis Guyot, directeur de l'innovation et du support technique, à qui j'ai coupé la caméra tout à l'heure, donc qui peut nous rejoindre maintenant. Bonjour à vous. Donc, nous bénéficions de cette démonstration en direct de l'outil proposé par l'ICMITID, enfin de l'outil, des outils de gestion patrimoniale dont il sera question dans les 2 prochaines heures. Pour terminer ce premier tour de chauffe, nous entendrons également Hubert Bayatoda, président gérant chez l'ICMITID. Bonjour. Bonjour, merci De, Alexis, ravi d'être parmi vous. de votre point de vue, vous nous partagerez un petit peu les perspectives auxquelles l'on peut s'attendre sur ce sujet-là. Passer ces premières présentations pour bien comprendre, saisir aussi l'enjeu, l'objet de notre conférence, nous entendrons 2 retours d'expérience de collectivité, à savoir la communauté d'agglo Grand Paris Sud, Seine-Essor, Sénart, représentée par Cécile Faragoni. Bonjour. Vous êtes, vous, la chef de service ingénierie eau potable à la collectivité, et donc vous nous préciserez un petit peu quels ont été les enjeux du territoire qui vous ont aussi conduit à utiliser cet outil et ce qu'il a pu vous apporter dans le traitement de vos dossiers. Nous entendrons enfin un second retour d'expérience avec Céline Leroux, directrice générale adjointe au syndicat d'eau du Roumois et du plateau du Neubourg, le SERPN. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Bienvenue à vous. Vous serez accompagné, le moment venu, de votre technicien Stéphane Douvenou, donc du SERPN également. Voilà pour ma part. Je laisse donc la parole sans plus tarder à Marie pour ce rappel du contexte de manière un petit peu plus euh, concrète, en tout cas, qui nous occupe aujourd'hui. Merci beaucoup Alexis, merci pour cette intro vraiment dynamique. C'est top d'avoir ce petit icebreaker. Hop, je vais me mettre en mode diapo. Eh bien, du coup, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir m'exprimer auprès de vous aujourd'hui.
qui êtes d'ailleurs venus nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Ça montre que le sujet qui nous regroupe aujourd'hui suscite beaucoup d'intérêt. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de revenir sur mon parcours. Du coup, je suis responsable de la communication chez Lickmeted. Et, euh, et pourquoi je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie de rejoindre une entreprise à impact qu'est Lickmeted, une entreprise engagée. Je me suis dit qu'à ma petite échelle, je pouvais moi aussi finalement participer à la préservation de la ressource en eau et aider à l'optimisation de la gestion de l'eau potable dans le monde. Est-ce que je... Donc là, ce n'est pas le sujet, parenthèse fermée. Aujourd'hui, on va parler PPI, budget, planification. Et ce que je vous propose, c'est que on plante le décor en revenant sur 5 constats qu'on a observés chez Lickmeted, en dialoguant avec nos collectivités partenaires. Donc, on accompagne plus de 120 collectivités aujourd'hui et ces constats, eh bien, on les a observés en parlant avec eux, mais aussi avec des bureaux d'études, avec d'autres organisations du domaine de l'eau. Ce qui nous guide au quotidien chez Lickmeted, c'est justement de co-construire nos solutions, des solutions, en dialoguant avec les parties, les parties prenantes. Donc ces constats viennent du terrain. Le premier constat que vous voyez donc à l'écran, c'est que aujourd'hui le PPI, c'est un outil qui inspire plus confiance. Dans les territoires, c'est une obligation réglementaire. On le met en place dans le cadre du schéma directeur, peut-être tous les 10 ans, mais ce n'est pas un outil qui va permettre le pilotage de la performance. D'ailleurs, le rendement du réseau est rarement visible dans le PPI. Donc, ce n'est pas un outil d'aide à la décision. Il reste figé dans ce cadre réglementaire et donc de facto, en fait, il perd en crédibilité et en utilité. Euh, Deuxième constat, le PPI standard, qu'on va appeler standard, ne s'adapte pas partout. Vous êtes beaucoup mieux placé que moi, je pense, pour dire que chaque territoire est différent. Des différences de matériaux, de taille, de communes, différents enjeux budgétaires, des politiques locales qui divergent. Et donc, le PPI standard veut euh, avoir cette grille unique de lecture pour faciliter la prise de décision. Et finalement, avec cette grille unique, les priorités et les stratégies qu'on va déployer, elles ne sont pas alignées avec les vrais risques que rencontrent les collectivités. Troisième constat, et celui-ci fait vachement écho au premier. Le PPI, c'est un outil qui devient obsolète très vite. Beaucoup des collectivités avec qui on parle nous disent que c'est finalement au bout de 2 ans qu'il devient obsolète, ce qui est logique vu que si on le met à jour tous les 10 ans, il va plus du tout prendre en compte les changements. Et les collectivités qui interviendront après, je pense, soutiendront ce que je vais dire. Un réseau d'eau, ça évolue en permanence. Des nouvelles casses, nouveaux diagnostics, un changement politique, d'autres critères réglementaires à intégrer. Donc, finalement, on s'éloigne de la réalité. Il perd, il perd de son réalisme. Euh, Quatrième constat, c'est compliqué de garder un PPI vivant. Qu'est-ce qu'on entend par là? Là, en fait, on vient parler de l'état des données dans les collectivités. Euh, la donnée, aujourd'hui, elle est potentiellement incomplète, dispersée. Donc, les SIG, les historiques de casse, les retours d'exploitation ne sont pas forcément pris en compte, le rendement. Et donc, les collectivités, face à cette donnée incomplète et éparse, euh, se disent qu'on va pas pouvoir rendre ce PPI vivant. Elles renoncent à le faire vivre. Euh, et puis d'ailleurs, enfin, les collectivités font face à un manque de ressources en interne. Elles pourraient se dire, on va déployer du staff pour justement compléter, enfin pallier à ce manque de données.
mais c'est pas forcément la réalité. Et donc, je terminerai au niveau des constats sur ce dernier. Le PPI crée des tensions. C'est un peu la conséquence finalement d'avoir un PPI figé et un PPI qui ne prend pas en compte la réalité du terrain. Parce qu'on va avoir des équipes techniques qui, elles, sont ancrées dans le terrain, dans la réalité quotidienne, qui ont de la donnée. Puis à côté, des dirigeants qui ont leur propre vision, qui sont centrés sur les chiffres, le budget. Donc, un PPI, c'est censé être un outil, enfin, c'est ce qu'on pense, un outil qui va donner une vision et aider à la prise de décision. Et finalement, il divise complètement les équipes en interne. Voilà, j'espère que ces constats résonnent en vous. Je ne peux pas voir le chat en mode diaporama, mais bon, en tout cas, on aura peut-être l'occasion de répondre à vos questionnements après. Euh, donc ces constats, comme je vous l'ai dit, on les a faits en interne, mais vous avez été aussi nombreux à nous partager vos retours qui font écho à tout ce qu'on vient de se dire. Donc ça, c'est le questionnaire qu'on vous avait partagé, enfin, c'est les résultats du questionnaire qu'on vous avait partagé via Idealco il y a quelques semaines, où on vous demandait justement de nous classer par ordre d'importance, enfin les freins les plus importants quand on rentre dans de la gestion patrimoniale et de la planification budgétaire. Et là, d'ailleurs, merci à vous d'avoir participé parce que là, ça nous a permis de dresser ce tableau que vous voyez à l'écran. Mais donc qui montre que finalement, voilà, on n'est pas loin de ce qui vient d'être énoncé. Pour 77% des réponses, c'est vraiment le manque de données qui freine la planification budgétaire. Euh, Ensuite, en deuxième position, le manque d'outils d'aide à la décision. Et en troisième, les budgets qui, vous le savez, sont restreints et parfois ou souvent mal orientés dans les décisions. Donc, voilà, après qu'on se soit dit tout ça, il faut agir. Enfin, c'est pas qu'il faut, mais en tout cas, chez Liquidity, on a vraiment cette volonté d'agir et de remettre de l'agilité dans la planification budgétaire. Et c'est donc pour ça qu'on a développé Twin, notre outil de gestion patrimoniale qui aujourd'hui porte déjà ses fruits auprès d'une vingtaine de collectivités. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails des bénéfices qu'apporte Twin. Je pense sincèrement qu'on comprend la valeur de l'outil quand on le voit. Et c'est Mathis juste après qui va vous faire une démonstration de l'outil. Et je pense aussi qu'on comprend l'outil en le testant. Mais donc, en quelques mots, l'outil a été développé pour pallier à tout ce qu'on s'est dit. Euh, Même avec peu de données, on est en mesure de tester et de simuler des scénarios de rénovation. On va pouvoir créer un PPI en, allez, moins de 4 minutes, montre en main. On va pouvoir pardon, excusez-moi, on va pouvoir même mettre à jour ce PPI. Donc ça en fait un outil évolutif. Et puis, Mathis vous le montrera, mais avec l'outil, on va pouvoir faire de la simulation budgétaire. Donc, vous pourriez vouloir, par exemple, maximiser votre taux de rénovation en gardant le même budget. Donc voilà. L'idée étant d'avoir un outil qui vous permet d'avoir une vision claire et que ça puisse faciliter les dialogues entre les différents services de la collectivité, élus, équipe technique et équipe dirigeante. Euh, voilà, je vais du coup peut-être laisser la main à Mathis qui va vous partager, En effectuer direct, une démonstration de l'outil. Je vais arrêter comme le ça, partage. comme un petit dessin. Au mieux qu'un long discours, ce sera aussi efficace d'avoir 10 minutes maximum de présentation de l'outil avec Mathis. Alors, en tout cas, bonjour à toutes et à tous, hein. Merci à nos auditeurs, auditrices, hein, d'être présents aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai qu'on se voit pas, mais voilà, j'espère retenir votre attention. Donc, les 10 prochaines minutes, moi, je vais vous présenter l'outil. Je vais vous expliquer en fait
à partir de 3 situations de terrain qu'on a tous rencontrées, comment l'outil numérique de Ligmitit peut y répondre. Et c'est vrai que peut-être rapidement me présenter. Moi, je suis Mathis Billot. Aujourd'hui, je suis directeur du support technique chez Ligmitit. J'ai depuis quelques années maintenant, moi aussi, moi, je me suis occupé des opérations. Et préalablement, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le domaine de l'eau chez Veolia, aux eaux de Marseille, et dernièrement chez Suez, au du Valenciennois, en tant que responsable d'exploitation. Et ben, j'avais à gérer au jour le jour, hein, on va dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Le réseau d'eau potable, hein, sur 1250 km, je pense que certains d'entre vous vont se reconnaître dans ce travail-là tous les jours. Donc il y avait l'exploitation réseau, mais en fait aussi, le bon état d'un patrimoine, c'est bien l'exploiter, c'est bien l'entretenir, mais c'est aussi se projeter pour le futur. Et pour faire cela, on a des schémas directeurs, des modélisations hydrauliques et des PPI, des plans pluriannuels d'investissement. Le souci, c'est que on a des budgets aujourd'hui de plusieurs millions d'euros avec un PPI qui a été fait en 2015, mais quid un petit peu des années 2020 avec la sécheresse, la raréfaction de la ressource, de l'actualité de cette programmation de travaux. Donc, c'est comment aujourd'hui investir des millions d'euros dans le cadre d'une politique de renouvellement patrimonial, hein, pour atteindre les 1% de taux de renouvellement, tout en améliorant en fait le rendement de réseau, hein, parce qu'on observe depuis 30 à 40 ans, c'est des millions, voire des milliards qui ont été dépensés dans des travaux de renouvellement du réseau, mais on stagne toujours à 80% en moyenne de rendement en France. Alors, je vois très bien, il y a certaines collectivités qui ont des très 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 bons rendements, d'autres beaucoup moins bons, et ça c'est l'hétérogénéité un petit peu des réseaux qu'on a qui ont été constitués auparavant. Donc l'axe de ma présentation va vraiment en fait sur 3 points, c'est comment mieux investir, comment faire aussi si on a un manque de données. Ça c'est l'apport de l'IA et de notre base de données qui va pouvoir en fait vous aider dessus. Et comment aussi faire avec une situation réelle, parce que vous allez me dire, ce que vous nous présentez, c'est les meilleurs cas, les cas, c'est votre vie de bureau. Le réel souvent est différent. Oui, on va en mairie, c'est les vœux, parce qu'on arrive fin d'année, on va début janvier, puis Monsieur le maire annonce, et son conseil municipal, on va refaire une place, on va refaire une rue. Comment répondre de manière technique et synthétique à la collectivité? Oui, on va vous suivre dans le cadre de renouvellement de réseau, ou non, grâce à notre outil. Et c'est ces 3 cas que je vais vous présenter. Donc on va démarrer, hein, donc là sur l'interface que propose Ligmitit aux collectivités. On va dérouler donc ces 3 plans. Premier parcours, hein, dans un cas d'un PPI bien documenté, on peut avoir deux opportunités. C'est réduire les casses, hein, pour vraiment améliorer l'efficacité hydraulique de notre réseau, ou un deuxième parcours basé sur l'actualité. On parle beaucoup de CVM en ce moment, où on a entendu ça il y a quelques semaines à la télé. Comment en fait réduire ce risque sanitaire en ciblant en fait les canalisations à risque par rapport à cette problématique de CVM. Et le troisième, c'est aussi comment faire avec les données manquantes. Maintenant que je vous ai introduit cela, le mieux, c'est vraiment d'avoir la démo. Donc en fait, une fois on se connecte à l'outil, on rentre dans l'outil. Une fois que le plan a été constitué, on a toute une fenêtre de récapitulative avec toutes les informations concernant ce plan. Et donc on va reprendre un petit peu ce plan depuis le début. Donc le parcours, c'est assez simple, hein. C'est aujourd'hui, d'abord, vous allez localiser sur quel secteur hydraulique, dans quel périmètre vous voulez effectuer votre plan. Donc là, on a choisi, on va effectuer, si je dézoome, on voit le patrimoine du syndicat des eaux du plateau du Neubourg et du Roumois. Donc on va choisir ici toutes les communes, les 1600 kilomètres de réseau qui constituent le patrimoine de la collectivité. Une fois qu'on a venu choisir le périmètre, on va basculer sur la partie durée et budget. Donc là, on est parti sur un plan se déroulant sur les 10 prochaines années avec un budget de 2,5 millions d'euros par an. Alors vraiment, ça peut être fait sur 5 ans avec un budget plus petit, uniquement sur une collectivité ou un secteur hydraulique. C'est vraiment adaptable. Une fois qu'on a décidé du périmètre, de la durée et du budget, on va choisir une méthode de rénovation standard. Ce qu'on entend par méthode de rénovation, c'est dans la pratique, pendant des années, on a posé des canalisations en acier, en amiante, en PVC, mais aujourd'hui, on a certaines règles selon les collectivités. De 0 à 100 mm de diamètre, on va plutôt poser du PEHD.
de tel diamètre à tel diamètre, on va poser de la fonte, et plus on va en gros diamètre, on peut poser du béton en tôle. Donc ça, c'est vraiment des méthodes de notation qui ont été intégrées dans l'outil, mais que vous pouvez bien sûr modifier très simplement. On va aller sur le scénario. Donc là, on est parlé vraiment canalisation risque. Donc la casse, c'est vraiment prioriser les risques de casse sur le réseau. On vient valider et vous allez très rapidement arriver sur la définition de votre objectif. On sait très bien que on peut vouloir remplacer les canalisations à risque en priorité. On peut vouloir maximiser le taux de rénovation pour vraiment aller sur l'objectif de 1% de renouvellement par an, ou un objectif personnalisé. Vous allez pouvoir le voir ici. Pour la démonstration, vous pouvez venir varier. Vous avez les coûts moyens au mètre linéaire qui se modifient, et ainsi de suite. Donc, dans le cadre de cette présentation, c'était les canalisations à risque en priorité, qui vous permet, donc là, l'ordinateur, enfin notre logiciel va calculer. Et là, vous avez en quelques secondes, avec tous les paramètres dont je viens de vous présenter au préalable, une liste de chantier. C'est-à-dire que dans le cadre de 10 ans de PPI, sur un budget de 25 millions d'euros, il y a 272 propositions de chantier qui ont été faites. Donc, vous le voyez un petit peu positionné pour chaque année. Et vous pouvez rentrer directement, cliquer sur un chantier, vous allez avoir le budget alloué selon le linéaire, le risque de fuite calculé par Limited, qu'on appelle le risque IA, et la correspondance du score expert. Vous venez cliquer dessus, vous avez toutes les informations qui sont à votre disposition. Vous avez aussi la manière de savoir comment a été calculé ce score expert, et ainsi de suite. Vous pouvez naviguer de manière tout à fait simple dans l'outil. Là, vous voyez, j'ai le deuxième chantier. On revient sur le détail du score expert, mais vous avez aussi le détail des fuites qui ont été recensées sur ce tronçon. Donc ça, c'est la première partie, objectif réduction de casse, grâce à un SIG particulièrement bien documenté. Mais aussi un sujet d'actualité qui vient un petit peu tout changer, les obligations des agences de l'eau, que chaque collectivité ait recensé les canalisations à risque de relagage de CVM, donc aller faire après des analyses pour pouvoir avoir ce diagnostic-là sur chaque tronçon. Et ben, c'est aussi quelque chose. Alors, je ne vais pas vous refaire l'intégralité du plan comme je viens de vous le présenter, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut intégrer. Pourquoi? Parce que dans le cadre du scénario Leak Limited, vous avez un scénario CVM sur lequel on va venir choisir dans ce scénario, possiblement les canalisations posées avant les années 1980, mais aussi si vous avez les temps de séjour ou et même les points sur lesquels ont été faites les analyses et qui viennent nous informer que ce tronçon-là, sur lequel on a fait un prélèvement, a un taux hors norme, et ce paramètre-là peut être intégré directement dans le jumeau numérique. On revient définir les objectifs, toujours bien sûr remplacer les canalisations à risque en priorité. On vient valider. Et à l'identique, sur un budget qu'on a défini, vous avez d'autres chantiers qui ont été notifiés petit à petit. Donc, vous avez toujours le risque de fuite élevé, le budget, le détail du score expert, basé sur les canalisations posées avant les années 80 et ayant à proximité des taux de CVM qui ont été fournis grâce à nos analyses. Et vous allez pouvoir avoir toutes ces informations-là. Ça, c'est le cas le plus parfait. On a des bonnes données, on a des informations sur les CVM, on connaît bien notre patrimoine, mais vous allez me dire, souvent, on manque de données. Effectivement, malgré un bon indice de connaissance patrimoniale, on ne sait pas parfaitement où passent les canalisations. Des fois, on a des périodes de pause et pas des dates de pause. Et là, c'est un petit peu la force de notre outil. C'est le parcours données manquantes. Le parcours données manquantes, comment on l'a travaillé, c'est qu'on sait très bien que vous n'aurez jamais 100% des informations issues des champs de votre SIG. Donc nous, Limited, on a à côté une base de données de plus d'1 million de fuites et 600 000 kilomètres de réseau. Donc je vous laisse comparer par rapport au patrimoine français. Aujourd'hui, c'est 900 000 kilomètres. Et on a pu faire parler ces informations, ces données-là, et établir un scénario qu'on appelle le Limited IA. Donc à l'identique de ce qu'on a pu vous présenter, on revient toujours sur localisation, on vient choisir le périmètre de ce plan, la durée et son budget. Voilà, la méthode de rénovation, on reste sur la méthode standard qui a été créée, mais vous pouvez créer autant de méthodes que vous le souhaitez et aussi diviser par certains diamètres. Et le scénario, le Leak Limited, c'est le score Leak Limited. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en définissant le scénario Leak Limited, en calculant et choisissant vos objectifs, vous allez arriver
non pas sur une analyse issue des multiples critères que vous pouvez avoir dans votre SIG, mais qui des fois sont un petit peu manquants, c'est que nous, on vous propose en fait directement, ben, vous voyez en fait sur la fenêtre que je vous présente, euh, énormément de chantiers qui ont un risque de fuite élevé. Et comment on est arrivé à faire ce risque de fuite-là? Bah, nous, on a aussi testé notre algorithme sur le terrain. Aujourd'hui, on fait de la recherche de fuite et c'est exactement le même algorithme qu'utilisent nos techniciens aujourd'hui pour aider les collectivités à améliorer la performance dans leur réseau. Et donc, bah, on arrive à passer au-dessus de ces trois problématiques qui sont bah, comment aujourd'hui je fais avec un réseau avec des données imparfaites, comment je peux résoudre le problème de CVM en diminuant, en renouvelant en priorité les canalisations en PVC posées avant les années 80, mais aussi comment je fais pour améliorer mon rendement en ciblant les canalisations à risque en priorité. Et pour terminer, aussi, on va dire, là, c'est du travail de bureau d'études, mais ça manque de réel. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que ça, souvent, les PPI, on les a sur le bureau, on va les suivre, on va faire le travail de renouvellement, mais des fois, il reste un petit peu le coude, parce que on n'a pas la possibilité de réfléchir si jamais on a des impératifs de chantier qui arrivent. Comme j'ai exprimé, une nouvelle place qui va se refaire, c'était pas prévu il y a 10 ans, non, c'est arrivé parce qu'il y a eu de nouvelles élections municipales et la collectivité, la mairie souhaite refaire une rue. Comment fait-on pour modifier ce PPI et le rendre beaucoup plus dynamique? Bon, on a développé en fait la fonction copilote basique. Alors copilote basique, on va parler de votre réseau, mais tout simplement, là, je vais prendre l'exemple d'une rue, du ch- rue du Champ Rouget. Ça parlera donc aux, aux personnes du SRPN qui sont avec nous. Et tout simplement, vous êtes en collectivité, on vous dit, moi, je veux refaire telle rue. D'accord? Directement dans l'outil, en temps réel, vous pouvez taper le nom de la rue. Donc là, c'est la rue du Champ Rouget. Vous choisissez tout simplement, voilà, le parcours 1, réduction des casses, le scénario, standard de classe, les méthodes de rénovation, et vous allez avoir en direct, pour cette dans cette rue, un estimatif du coût, l'estimatif du score expert, la longueur du chantier et le risque qui était calculé. Et comme vous le voyez, on vous donne aussi tous les chantiers, excusez-moi, à proximité, pour dire, voilà, on va peut-être refaire la rue ici, mais si on continue à refaire la rue dans le prolongement, on a aussi des informations qui s'affichent très facilement. Et dans l'outil, parce qu'on a parlé beaucoup chantier, vous pouvez bien sûr revoir votre patrimoine, vous pouvez dézoomer, avec les différents types de canalisation, que ce soit les matériaux, de l'amiante ciment, fonte ductile, fonte grise, euh, PEHD, PRV, et ainsi de suite. Voilà. Cet outil-là, c'est vraiment pour vous dire, vous avez en résumé des parcours totalement différents, mais on essaye de couvrir au maximum la réalité de ce que vous pouvez vivre. C'est choisir un scénario clair quand on a des données, on va dire, le plus complète possible, décider malgré l'incertitude parce qu'on a des données manquantes, mais qu'on veut un plan avec des hypothèses qui soient révisables au fur et à mesure de la vie du réseau, et comment arbitrer dans le cas d'une urgence où on va avoir une collectivité qui va choisir de refaire un chantier de voirie dans l'année. On sait très bien pendant 5 ans on est bloqué. Et l'outil, l'ICMITID et Copilote ont été développés pour répondre à ces besoins. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Mathis. Et alors, quelques petites questions à la suite de cette présentation de l'outil. Une première qui nous vient d'Edith, chargée d'opération assainissement eau potable, acheminement eau potable, pardon, à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui demande comment, alors sans donner forcément le code hein, de, de l'algorithme, mais comment est-ce que vous déterminez le risque de fuite? Quels éléments vous prenez en considération au moins? Voilà. Aujourd'hui, pour le risque de fuite, on va se baser au départ sur vos données issues de votre SIG. Vous avez à peu près une quinzaine de variables: date de pose, la période de pose, le diamètre, la longueur, possiblement sa profondeur. Ça, c'est une dizaine, une quinzaine de données. Mais aujourd'hui, si je prends un exemple d'une canalisation en fonte posée dans les années 50, si elle est posée sous une voie fort trafic ou une voie à faible trafic avec 10 véhicules lourds, parce qu'on est au fin fond dans le lotissement, elle va vieillir de manière totalement différente. Le sol, si on est dans une zone plutôt, là on parle du syndicat
du Roumois et du plateau du Neubourg, mais on peut parler aussi de Rouen, qui a des canalisations en bordure de Seine, qui peuvent être dans la nappe alluviale. Donc tout, en fait, ces paramètres exogènes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas situés dans les données SIG, bah, nous, on va aller en chercher plus d'une centaine. Et je parlais type de sol, niveau hydrométrique, ainsi de suite. Ça va nous permettre en fait de quantifier en dehors de la canalisation quels paramètres peuvent influer sur une vétusté, une vieillesse accélérée de la conduite. Et après, bien sûr, on parle des fuites, hein. Nous, aujourd'hui, notre algorithme, on estime que 20 à 30% de votre réseau contiennent 80% de vos fuites. Bah, comment on fait? Très simplement, notre algorithme, on lui cache certaines données du réseau, certaines fuites, et on lui demande de les retrouver. Une fois que il a retrouvé en grande partie les données qu'on lui avait cachées, on estime que l'algorithme est calibré pour votre réseau, et on peut vous proposer ces solutions. Un peu empirique. Donc, merci. Et, autre question d'Angélique, qui est technicienne au Siemli, du côté des Monts du Lyonnais, concernant le risque CVM plus particulièrement. Est-ce que vous prenez en compte le temps de séjour? Sans temps de séjour, on peut pas calculer aujourd'hui le taux de CVM. On va reprendre de la base, et je reprends un petit peu ce que demandent les agences Ok. de l'eau aujourd'hui. C'est vous avez du PVC, nous avons fait des analyses sur votre territoire, on voit bien qu'il y a des taux de CVM. Il y a deux choses. Le temps de séjour va nous donner un ordre de priorité pour aller analyser, faire des analyses sur le terrain. Et une fois que vous avez le taux de CVM, en fait, le taux de CVM va devenir qu'un critère complémentaire dans l'outil sur lequel vous allez lui donner une note de pondération. Euh, donc, si vous avez cette donnée-là dans votre SIG, on l'intègre directement dans l'outil. Si vous avez les temps de séjour, bah, ça peut vous donner une cartographie sur les zones à analyser, à aller faire des analyses en priorité, et ainsi de suite. Ou on revient encore plus en amont, bah déjà cibler en partie les canalisations posées avant les années 80. Très bien. Et une question de Charles-Édouard, je me la posais aussi, donc responsable de service gestion patrimoniale à la communauté d'agglo du Cotentin, qui demandait pour l'estimatif des coûts de renouvellement, quels paramètres vous prenez en compte, puisqu'on Très très parlait bonne question. des canalisations, donc des plans qui peuvent changer d'une année sur l'autre, mais finalement les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre, ça peut changer d'un mois à l'autre. Est-ce que Oui, vous êtes actualisé? ça c'est quelque chose que je vous ai pas montré. Mais c'est vrai que la question est très très intéressante. En fait, très simplement, comment vous calculez le prix des chantiers que vous nous avez donnés? En fait, derrière chacun des tronçons, on a une table, en fait, qu'on appelle, parce que on a parlé de scénario et de méthode de rénovation. Mais en fait, il y a une matrice de coûts. C'est-à-dire qu'on a pu diviser l'intégralité de votre SIG en certaines parties. Est-ce que on est plutôt en centre-ville, dans une rue, sur une route nationale, sur une départementale, dans un champ? Et par matériau et par diamètre, on a déterminé des prix standards. Donc bien sûr, les prix à Rouen ou en Bretagne ne sont pas les mêmes prix qu'au niveau de Strasbourg. Les canalisations ne sont pas posées à la même profondeur. On n'a pas le même type de matériau de sol, là où on a de la roche ou du sable. Donc il y a une matrice de coûts qui existe et que chacun des collectivités dans l'outil peut venir modifier. Un petit peu, vous avez un bordereau de prix avec une canalisation avec une entreprise qui va faire vos travaux de renouvellement de canalisation pendant 4 ans. Bah, vous pouvez rentrer directement ce bordereau de prix euh, pour le PEHD aujourd'hui, pour le PVC, pour le béton et la fonte, selon les différentes catégories de voies de circulation. Et une fois que cette matrice a été rentrée, la première fois, on va mettre 25 à 30 minutes pour calculer toutes ces informations-là. Mais après, elles sont disponibles en temps réel. J'espère avoir répondu à votre question. Merci bien. Euh, et on continue, hein. Une question de Allende, qui est référent eau assainissement à la communauté de communes du Haut-Béarn, qui demande de rappeler peut-être juste les prérequis qu'il y aurait pour utiliser l'outil, c'est-à-dire les données mises à disposition ou à collecter pour la collectivité qui veut utiliser le jumeau Twin. Bah, c'est pour ça qu'on avait un scénario manque de données, parce que aujourd'hui, on n'a jamais eu de données reçues D'accord. parfaites.
Alors, je veux prendre pour tout le monde, faire une petite aparté sur la loi DTDCT. On sait très bien que on n'est pas en catégorie A de partout et que d'année en année, l'objectif d'avoir nos réseaux référencés parfaitement, on n'en est pas encore. C'est la même chose pour votre SIG. Vous n'aurez jamais un SIG avec les données complètes, vous aurez peut-être des inconnus. Malgré ces inconnus, nous on fait avec votre SIG en l'état. Euh, on a des collectivités en France, mais aussi à l'étranger. Ils n'ont pas le même niveau de connaissance patrimoniale. Donc, quel que soit votre SIG, aujourd'hui, on est capable d'intégrer ces données-là dans l'outil, de les normaliser. Et si petit à petit vous mettez à jour votre SIG, on met en place un flux de données pour vous permettre de mettre à jour de manière trimestrielle ou semestrielle votre SIG avec les mises à jour qui ont été faites entre-temps. Bien. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. On en prend encore quelques-unes. Après, on va de l'avant et de toute façon, on pourra revenir dessus à l'occasion de la présentation des retours d'expérience. Alors, si on part sur la prise en compte du contexte, puisque vous nous avez montré, voilà, par exemple, les possibilités de travaux à côté, on aurait deux questions de Michael sur ce sujet-là, donc chef du service distribution patrimoine à Mulhouse. S'il Oui. est possible, donc première question, d'intégrer comme critère la programmation pluriannuelle d'autres concessionnaires d'assainissement, de voirie, par exemple, pour lesquels les terrassements à côté de l'eau peuvent induire une rupture ou un vieillissement prématuré, ce qui entraîne aussi cette question de, tiens, est-ce que on peut aussi intégrer éventuellement, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, peut-être demain, les travaux de gaz ou d'électricité qui auraient lieu à côté? Tout à fait. En fait, pour aller dans les 10 minutes, je vous ai parlé des critères. Les critères standards pour une analyse multicritère, c'est l'âge des canalisations, le diamètre sur lequel on va venir pondérer. On peut plutôt axer notre scénario, notre plan sur de l'âge des canalisations, voilà, qui sont supérieurs à 70 ans. Le diamètre, on veut plutôt des petits diamètres ou plutôt s'occuper des feeders. Mais après, il y a aussi la conséquence et l'opportunité. L'opportunité, c'est que si dans l'outil, on a des données sur le déroulement des plans pluriannuels du service assainissement, mais aussi des services télécoms ou ainsi de suite, on va rentrer ces données-là. C'est-à-dire qu'on va dire, à moi, 2027, on a prévu des travaux de renouvellement du réseau d'assainissement sur cette rue-là. Si dans l'outil, vous avez ce paramètre-là qui est intégré et qu'on privilégie ce critère-là dans le cadre de la conception du scénario, il va vous ressortir des chantiers prioritaires qui ont pris en compte ce paramètre. Ce qui fait que, in fine, vous allez pouvoir diligenter des travaux au lieu de faire l'assainissement, puis l'eau potable, puis l'enfouissement de l'éclairage. Pourquoi pas le faire tout en même temps, dans une tranchée commune, ainsi de suite. Donc oui, c'est quelque chose qui a déjà été demandé, qu'on a fait pour plusieurs collectivités. Aujourd'hui, je vous ai parlé des paramètres standards. Mais en fait, comme on disait Marie en introduction, toute collectivité ne se ressemble pas, n'a pas les mêmes problématiques. Donc l'outil, en démo aujourd'hui qu'on vous a montré, c'est vraiment l'outil standard, mais après on s'adapte à ce que vous vivez au quotidien. Donc si vous avez besoin et que vous avez un annuaire ou une couche SIG ou même issu peut-être de Sogelink ou d'ICT.fr, ces informations-là, elles peuvent être facilement intégrées dans notre outil. Et la deuxième question de Michael, c'était comment sont intégrés également les branchements dans la matrice des prix? Alors aujourd'hui, c'est linéaire. Enfin, le prix reprend en fait branchement plus canalisation. Voilà. Après, je sais que souvent, on peut renouveler hmm, en pleine partie rurale où on va avoir un branchement tous les 200 mètres, où on va être en zone urbaine et on va avoir un branchement tous les 5 mètres et le prix ne sera pas le même. Donc aujourd'hui, dans la matrice de prix, c'est un coût de renouvellement moyen au mètre linéaire, y compris branchement. Mais oui, on peut s'adapter pour vous proposer un prix plus complet. Il faut se dire aujourd'hui qu'on est plutôt sur une partie projet. Il faudra de toute façon, à terme, à un moment, finir le prix, mais ça donne un prix très rapide sur le potentiel et le coût budgétaire que peut avoir un renouvellement de canalisation.
Super, alors je vois qu'il y a d'autres questions sur la communication de l'outil avec les SIG de la collectivité, d'autres collectivités, de l'application en fonction de la taille de la structure, de la, de la manière dont les fuites avérées peuvent ressortir. Ça, je pense qu'on aura ces réponses également dans le retour d'expérience des collectivités. Donc, Mathis reste avec nous, on a compris un peu l'intérêt de l'outil là. On est chaud pour remettre un petit coup sur le feu. On refait un tour avec Hubert sur les perspectives de cet outil qu'on a commencé à aborder un peu avec Mathis. Et donc pour comprendre aussi vers quoi on se dirige. Et après, on arrive dans le très concret et des retours d'expérience. Super. En tout cas, merci au précédent pour la préparation du terrain. Un peu plus simple pour moi après avoir répondu à toutes les questions. Vous l'avez compris, hein, l'idée de cet outil, c'est clairement d'en faire un outil d'aide à la décision qui soit dynamique possible. On est déjà sur la deuxième génération de cet outil. Euh, je vais revenir dans le cadre des perspectives sur le contexte. Hein. Qu'est-ce qu'on voulait atteindre déjà dans la première génération? Parce qu'effectivement, les collectivités qui vont témoigner ont utilisé la première version de cet outil. Et cette première version, l'axe principal qu'on a voulu avoir, c'était la simplicité et la personnalisation. On voulait absolument avoir un outil très simple, très simple. Donc c'était vraiment le focus de l'effort simplicité et adaptabilité. On le voit, il y a des critères spécifiques, il y a des PPI, il y a toutes les questions qui ont été posées, quels critères je peux ajouter, parce que on parle de travaux. En fait, on n'est pas tout seul quand on fait les travaux de tranchées. Il y a d'autres personnes qui partagent cette tranchée avec nous. Donc, on voulait que cet outil puisse refléter vraiment la spécificité d'un territoire. Il y en a qui ont l'outil n'est pas forcément, on veut pas forcément tous améliorer le rendement si on a des problèmes sanitaires. Donc, on veut introduire des simulations des modèles hydrauliques à l'intérieur. Donc, c'est le cas. Donc, la V1, c'était vraiment ça. Simplicité et adaptabilité. Maintenant, la V2, le mot d'ordre, on va garder ce qui a fait la force de la première version, mais dans la deuxième version, ce qu'on veut, c'est de la modularité. Modularité pour que chaque territoire puisse prendre les différents modules qui l'intéressent. Il y a un module standard, il y a d'autres modules en plus qu'on développe. Je vous présenterai d'ailleurs un de ces modules. On a un module principal qui permet de faire le minimum possible et d'avoir un PPI qui soit le plus dynamique. On va aussi encourager à faire de l'exploration parce qu'il y a des informations très utiles. Il faut se rendre compte quand même que même quand on fait un PPI 10 ans, au maximum, on n'utilise que 10% de toute la connaissance qu'il y a d'un SIG. Donc, il y a énormément de connaissances qu'on peut encore en tirer. Donc, on veut aider les collectivités à apprendre un peu plus sur leur réseau. Et le mot d'ordre qu'on a communiqué à toute l'équipe, c'est la performance. Je fais écho à un échange que j'ai eu avec un bureau d'études qui nous a dit c'est bien beau tout ce que vous racontez, mais on vous attend au tournant. On vous attend au tournant de la performance. Vous avez intérêt à être bon. Donc c'est le mot d'ordre qu'on communique aux équipes à interne, c'est-à-dire on a intérêt à être bon. On a intérêt à faire en sorte. Et que veut dire être bon? Ça veut dire il faut qu'il y ait un impact sur les volumes. Il faut qu'il y ait un impact sur les volumes économisés. Il faut qu'il y ait un impact sur la réduction des CVM de manière effective. Donc c'est vraiment le deuxième focus de cet outil. Et on espère que ça fera le boulot. D'ailleurs, je vais vous présenter deux aspects qui ont trait à l'exploration et à la modularité. Le premier aspect, c'est sur l'exploration. Quand on reçoit un PPI, Marie, si tu peux passer sur la slide suivante. Quand on peut recevoir un PPI, moi, je suis toujours impressionné. On a 250 chantiers. Je me dis, mais comment on fait euh, pour, euh, pour gérer près de 250 chantiers si on en a 25 par an? Ben, en fait, l'idée, c'est de donner quelques insights donc, sur ce PPI, qu'ils soient un peu plus vivants, d'expliquer qu'il y a par exemple 9 communes qui regroupent la majorité des chantiers, qu'il y a peut-être possibilité de mutualisation. On peut se rendre compte qu'en fait, on va dans une commune tout le temps et peut-être l'outil peut, grâce à une analyse des résultats, vous dire en fait, vous pourrez peut-être déplacer le chantier de 2034 en 2026 parce que ça vous fera économiser. On aura quelques informations sur la progression parce on dit toujours un PPI devient obsolète, mais ça veut dire quoi devenir obsolète? On peut voir, nous, quand on analyse qu'à un moment donné, le score, il s'effondre, hein, que ce soit le score expert ou même le risque. On peut voir comment le score, il est très élevé les premières années, mais à partir de 2029, il va chuter. Il va passer à 50, 40, et ça, c'est du fait qu'il n'est pas mis à jour. Donc, on voit déjà ces premiers éléments grâce à une analyse de ce qui est fait. Et donc, c'est ce on va proposer pour permettre vraiment d'avoir un peu plus d'éléments, un peu plus d'insights sur le PPI et non pas juste une liste de 250 chantiers qu'il faut utiliser. On espère que ça permettra de prendre des décisions différentes.
Donc ça, c'est pour la partie exploratoire. Et pour l'autre partie, c'est un module qui sera pas proposé à tout le monde, hein, ça sera proposé à ceux qui le souhaitent. C'est un autre module qui va permettre d'explorer un peu mieux le réseau. On vous a montré Copilote qui consiste à poser, à taper le nom d'une rue. Là, on va aller un cran un peu plus loin, à poser des questions sur le réseau, à dialoguer avec son réseau. Par exemple, là, vous le voyez, quelles étaient les fuites en 2024, vous allez avoir des informations qui vont apparaître. Vous pourrez ensuite questionner euh, les communes, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est vraiment faciliter la prise de décision. C'est pas un gadget, hein, on y croit au fait que les collectivités veulent avoir plus d'informations sur leur réseau. Et donc, l'idée, c'est de faciliter l'accès à cette information, de croiser les informations, et vous allez voir les canalisations qui vont apparaître de manière assez simple. Et j'insiste sur cette aspect modularité parce que le besoin de Grand Paris Sud ou le besoin du Neubourg ou le besoin du syndicat, je vais citer un qui me revient en tête, le syndicat du jeudi, sont pas les mêmes. Donc, ils n'auront pas tous envie de prendre ce module-là. Il y en a qui voudront plus, moins. On le voit déjà dans les questions. Il y en a qui ont posé la question sur je gère 10 000 kilomètres, comment je fais? Bien évidemment, c'est pas les mêmes modules qui seront proposés. Donc, ça, c'est un exemple de module complémentaire qui arrivera en plus du module standard on espère, vous donner encore plus d'éléments de prise de décision. Donc voilà un peu où on va. Euh, plus de modularité, plus d'exploration et on espère encore plus de performance et d'impact sur le rendement du réseau. Merci Hubert. Comme ça, on voit, on anticipe certaines questions sur les évolutions, sur ce que pourra devenir l'outil. On garde ça à l'esprit pour les interrogations qu'on pourrait avoir. On a déjà des débuts de réponses. Et donc, on passe sur le terrain avec le retour d'expérience de Grand Paris Sud. Et donc, Cécile Faragoni. Cécile, donc, pour ce petit retour d'expérience du contexte, des enjeux et des modalités de réponse que vous y avez apportées. Parfait. Donc nous, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on travaille vraiment avec le logiciel de Lickmethod, le Twin. On travaille sur une partie recherche de fuite, comme le disait Hubert, et une autre partie sur le patrimonial et le PPI. Donc je laisserai la partie recherche de fuite et je numérique là-dessus pour une autre visio peut-être. Mais voilà, là pour l'instant pour le PPI. Donc nous, dans le cadre de notre régie publique, c'est une régie qui a été créée en 2013 qui historiquement était dans un territoire de délégation de services publics. Voilà, donc au départ, on a monté une régie avec l'ancienne comité d'agglomération d'Evry Centre-Essonne sur 6 communes, un territoire qui était également en DSP à l'époque. Et en évolution de 2013 à aujourd'hui, on est passé donc de 6 communes en régie à 23 communes aujourd'hui. Voilà, donc la régie, elle s'occupe principalement de l'exploitation des réseaux d'eau potable, assainissement, de la compétence à incendie, du grand cycle de l'eau, de la gestion, les études de travaux d'eau et d'assainissement. Et c'est là-dedans que rentre notamment l'étude d'un plan pluriannuel d'investissement. Donc sur notre secteur, on a 1200 km de réseau, 23 répartis sur 23 communes, un petit peu moins de 70 000 abonnés. On distribue aujourd'hui 22 millions de mètres cubes par an, avec un rendement global sur le territoire. Alors, attention à prendre avec parcimonie quand je dis rendement global, parce on essaye aussi d'aller un petit peu plus dans la précision en fonction des différents secteurs hydrauliques. Mais on est sur un rendement global de 84,4% et on se fixe un taux de renouvellement annuel de 1%. Voilà, donc la régie, elle découle d'une demande des élus pour offrir un meilleur service, on va dire, public à un coût le plus estimé, le plus valorisant possible pour les abonnés. Voilà, donc le but, c'est de récupérer toute la compétence de la gestion de l'eau pour qu'on puisse constituer ce fameux budget d'investissement public et qu'on améliore notre distribution d'eau potable. Et donc c'est un travail que les élus mènent encore maintenant et depuis 2013 de front pour qu'on puisse faire valoir les avantages d'une régie publique auprès de nos abonnés et de pouvoir derrière utiliser des outils comme celui de Lickmethod. Voilà, merci.
Euh, donc nous, comment on a constitué notre plan pluriannuel d'investissement et comment on a mis ça en place? C'est qu'on on voulait donc avec la régie mettre en place une vraie stratégie d'avenir et de pérenniser nos plans d'investissement. Donc on a des données disponibles avec, comme on le disait tout à l'heure et ce que Mathis expliquait, une cartographie assez complète de par notre expérience avec les délégations de services publics et le suivi des contrats qu'on a eu avec les délégataires. Donc la saisie des fuites, voilà les matériaux, les dates de pause, etc. Voilà, on a mis aussi en place un schéma directeur d'eau potable qu'on actualise régulièrement par des études voilà, au jour le jour et en fonction des besoins et des demandes. Et c'est à partir de là qu'on a créé un partenariat avec Liquimity. Euh, Quand on parle de PPI, c'est qu'en fait, on a eu une vraie demande des élus au départ de créer un PPI sur 10. Après, c'est passé à 15 ans. Là, on s'est dit, bon, ok, un schéma directeur, c'est à l'instant T. C'est un peu figé dans le temps au moment où on a le rendu des différentes phases du schéma directeur et du plan de travaux qu'ils nous fournissent au départ. Donc on s'est dit, bon, les élus nous demandent ça, on a un budget à l'année, et comment on peut faire valoir la technicité d'un schéma directeur et de tout ce qu'on doit en découler pour derrière mettre un budget en face et parler aux élus voilà, de technicité et en même temps de transparence pour un budget qui est ciblé. Donc, on a mis en place, c'est là qu'on a fait appel à Lickmitted. Ça a été le sujet de longues discussions avec Hubert et Mathis au début parce qu'on n'était pas forcément staffé pour. Il a fallu monter la régie. On est passé sur un secteur qui a évolué très vite très vite de voilà de 6 communes à 23 communes en moins de 10 ans. On a dû réfléchir autrement. On a dû mettre en place du recrutement, de la technicité en interne, s'adapter, travailler en partenariat avec des entreprises, mettre en place des marchés publics bien ciblés, des bureaux d'études, voilà, et avoir une vraie maîtrise du sujet en interne. Et c'est là que, bah voilà, ça fait déjà 2, 3 ans qu'on discute avec Hubert et Mathis sur le projet de Lickmitted et du jumeau numérique. Et au départ, c'était clairement pas possible parce que voilà, la sectorisation n'était pas tout à fait en place. Il fallait qu'on ressaisisse encore plein de données sur notre carto. Et est arrivé il y a à peu près un an la mise en place de l'utilisation de l'outil qui nous satisfait aujourd'hui puisque ça nous permet vraiment de s'adapter au quotidien à la demande des élus. On a une urgence, voilà, une demande de renouvellement de canalisation parce qu'on refait une voirie. Voilà, il y a eu des changements de planning ou de priorisation. Et ben, on peut aller chercher l'info tout de suite dans le logiciel et on peut sortir aussi, comme l'a montré Mathis et Hubert, un tableau synthétique avec un PPI sur 15 ans. C'est ce qu'on a fait nous avec un budget théorique et fixé à l'année, à l'instant où je vous parle. Après, on sait qu'il y a voilà, des changements réguliers là-dessus. Et ce qui nous permet d'avoir un rendu chiffré et euh, de donner derrière satisfaction à la demande des élus. Et ce qui a été important, et je reprends sur les questions qui ont été posées, c'est qu'on a vraiment pu intégrer, et ça c'était vraiment intéressant, tous les paramètres à côté, typiquement les programmes de voirie. Alors concessionnaire, nous on en parle souvent avec nos collègues de l'assainissement. On a essayé vraiment de globaliser toutes ces compétences-là pour optimiser les coûts en fait d'un chantier parce qu'on sait que parfois on va intervenir là puis 5 ans après on va y repasser et voilà c'est pas le souhait de nos élus là-dessus. Donc voilà, c'est un outil qui s'adapte vraiment bien et qui nous donne nous régie une vraie autonomie sur le sujet et une vraie technicité qu'on garde au sein de notre structure. Donc ça c'est vraiment top. Voilà. Est-ce que voilà, c'est donc merci Cécile pour ce retour d'expérience qui a répondu à une partie des questions aussi, qui en soulève d'autres, notamment Bibata, qui est ingénieur chez Artelia et qui demande très concrètement, alors c'est pas lié directement
au territoire, mais plus à l'expérience utilisateur. Comment se fait la prise en main du logiciel au niveau des collectivités? Est-ce que, il y a une formation assurée par l'ICMITID? Est-ce Oui, que c'est on une a, demande à chaque fois? on a des formations et des mises à jour du logiciel assez régulières. Donc là, typiquement, il y a une V2. On va avoir une formation pour la prise en main du logiciel. On fait d'abord un point sur les données entrantes qu'on doit intégrer dans l'outil. Donc, et puis nos demandes à nous, parce que chaque Oui. collectivité a des demandes différentes. Typiquement, ma collègue Céline, c'est pour les CVM. Moi, c'est vraiment pour le plan pluriannuel de travaux. Donc on n'intègre pas la même chose. On parlait, je réponds aussi à une autre question en parallèle en même temps. On parlait des critères. Nous, on a demandé aussi à intégrer les critères de pression des réseaux qui peuvent faire modifier les nombres de fuites, etc. Enfin bon, voilà. Donc tout ça, toutes ces données entrantes-là, elles sont faites sur une réunion en amont et après on fait une formation en visio avec la prise en main du logiciel en direct, avec des exemples types, ce que nous on, enfin voilà, pour s'ancrer vraiment dans la réalité de ce que nous on veut et d'adapter du coup l'outil au fur et à mesure. Et dès qu'on a une demande, on fait et puis on adapte, etc. Ça avance dans ce sens-là. Merci. Donc, on a encore quelques instants. Si vous avez des questions sur ce volet vraiment plus programme pluriannuel d'investissement, puisqu'on a aussi les interrogations sur les recherches de fuite et autres, sur les CVM. Donc, on a vu ce sera plus côté SERPN qu'on pourra aborder ces aspects-là. Et donc, une demande également, c'est au quotidien, à quelle fréquence vous utilisez le logiciel? Est-ce que justement, c'est quelque chose dont vous passez pas, quelle que soit la journée, ou est-ce que c'est une utilisation hebdomadaire, mensuelle? La question nous vient du cabinet Jean-Raphaël Berthe, consultant. Nous, on l'utilise, enfin alors, moi, dans le cadre, dans mon service, on l'utilise assez longtemps pendant une période donnée pour mettre en place notre PPI ou le modifier si on a des demandes. Et après, généralement, j'y vais une fois par semaine pour, voilà, questionnement, je me pose une question sur telle rue, ou voilà, donc c'est à peu près ça, hein. Voilà. Après, c'est vraiment en fonction de chaque personne et chaque secteur. Enfin voilà, mais Et c'est à peu près l'utilisation. voilà une fois par semaine. Et l'utilisation qu'on en a du Et logiciel. l'utilisation, c'est ça. Je Mm. suppose que si c'est pour les fuites, ce sera peut-être un peu plus courant. Dès qu'on a Exactement. des données nouvelles aussi qu'on peut renseigner pour alimenter aussi l'intelligence artificielle. Euh, alors, et donc, on suppose que voilà, il y a une interrogation sur la pondération des critères. Quelle estimation vous en faites, qui nous vient de Jérôme de la Régie des eaux, Durance Luberon Verdon. On suppose que si vous venez témoigner aujourd'hui, c'est que vous êtes globalement satisfait quand même des résultats que vous apporte l'outil. Euh, Donc pas là, et moi. Ah, bah, c'est moi. oui, Oui. oui, Pardon. oui, oui. Oui. Oui, 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 on en est satisfait. Après, ce qui est vraiment bien, c'est que ça évolue. Après, comment on estime la pondération? Je suppose qu'on dit, on estime la pondération, c'est comment moi j'intègre la pondération dans mes critères, c'est ça? De ce que je comprends? Ah, effectivement, c'est une lecture qui est un peu différente et peut-être plus pertinente. Si Jérôme veut préciser, d'accord, donc c'est votre lecture. Euh, Euh, donc, bah, en fait, on a une pondération. Si typiquement, je veux vraiment faire du patrimoine et du renouvellement de canalisation, je vais pondérer peut-être plus le critère du nombre de fuites et du matériau. Ou bah, si c'est un secteur où on sait qu'on a des surpresseurs ou des étages de pression différents, je vais aller axer ma pondération sur mon critère de pression sur ce secteur hydraulique-là. Voilà. Et après, c'est en fonction des remontées aussi de mon service exploitation sur le nombre de fuites aujourd'hui, qui est peut-être pas saisi dans la carto au moment où on se parle, et de la mise à jour derrière, voir si ça remonte aussi. C'est voilà. Ou alors le programme de voirie d'une commune, bah, je vais pondérer mon critère de voirie sur telle commune et je vais vraiment axer tout mon programme sur bah, la commune citée.
Merci. Et le délai de mise en exploitation, il y a eu cette interrogation, enfin vous avez évoqué le dialogue pour bien comprendre, prendre en compte le SIG de la collectivité. Et concrètement, à partir du moment où vous décidez de l'utiliser et où vous pouvez l'exploiter, ça se compte en semaines, mois, Ça s'est compté en quelques années. mois, le temps qu'on ajuste vraiment. Après, l'outil a été utilisable assez rapidement. Maintenant, c'est moi qui ai demandé à rajouter des critères euh, particuliers, donc ça a pris un petit peu plus de temps parce que bah, plus de saisie, plus de données, plus de voilà, en fonction de l'adaptabilité du logiciel. Merci. Et je suppose que ça va dépendre aussi des données qu'on peut avoir à Ouais, communiquer. tout à fait. Le coût, je pense que ça dépendra aussi. Le coût de mise en œuvre dépendra beaucoup du territoire, de la taille de la collectivité, de la qualité des données. Donc là, je pense que je pourrais vous laisser, notamment Eric, prendre contact directement avec Lickmitted pour aller plus dans ce détail-là. Et question de Massiliano côté Italie, est-ce que le logiciel fonctionne hors des frontières françaises, globalement, s'il y avait une intervention, un déploiement à faire sur un autre pays? Je peux me permettre de répondre. Oui, techniquement, il fonctionne, mais vous avez vu, ce qui est clé aussi, c'est l'assistance qu'on met derrière et je suis content que Cécile le valorise Ah, dans ce témoignage. Donc, il nous faut des Italiens pour assister des Italiens, pour discuter avec eux, échanger. La discuter, c'est plus l'assistance qu'on doit mettre. Techniquement, ça marche, mais avoir la qualité d'échange qu'on peut avoir avec nos clients, creuser des aspects techniques, c'est ça. Il faut qu'on mette les utilisateurs vont se retrouver à l'abandon. Donc, techniquement, il marche. Maintenant, nous, en termes de logistique, il faut qu'on s'organise. C'est un autre sujet. donc, pour répondre à Michael, s'il y a eu à rechercher de la donnée manquante en amont, comment procéder, ça, on a vu que le logiciel peut aussi parer certaines carences. Et après, là, pour le coup, c'est vraiment du retour d'expérience pur, même indépendamment de l'utilisation du jumeau numérique. Euh, et qui est assez général. Donc, je ne sais pas si on aura le temps d'approfondir aujourd'hui, mais je ne sais pas si Cécile, au niveau du Grand Paris Sud, vous avez eu pour répondre à la question de Michael, récupérer de la donnée sur les communes qui ont intégré la communauté d'agglo. Quand vous avez pris la compétence également, est-ce que c'était des données de qualité? Est-ce que vous avez eu à aller les rechercher C'est subjectif. En tout cas, il y a toujours un travail Euh, complémentaire, on peut Bah, ça supposer. dépend du suivi. Si c'était des contrats de prestation de services, délégation de services publics, c'est subjectif dans le sens où, en fonction du suivi qu'on donne au contrat et de comment on le fait vivre avec la rigueur des données qu'on doit récupérer à la fin d'un contrat. Si on a bien tout suivi, parce que c'était des contrats très longs à l'époque, hein, maintenant ça a beaucoup réduit, hein, mais on était sur des contrats de 10 ans. Donc après, en termes d'historique, on a quand même été assez chanceux là-dessus. On a récupéré quand même pas mal de données au moment des transferts enfin, en tout cas, fin de contrat pour une transfert de compétences chez nous. Mais comme le dit monsieur qui pose la question, oui, c'est parfois très disparate. Parce que enfin, bon, après, le nombre de fuites, il y a certaines communes qui étaient peut-être un petit peu moins, on poussait peut-être un petit peu moins, donc c'est vraiment aléatoire, hein, après. Donc, mais on a eu de la chance, on avait une belle base de données entrantes en tout cas. Bon, effectivement, tout le monde ne peut pas s'en prévaloir. Non. Donc, Et puis, en fait, le jeu, c'est de continuer aussi maintenant avec la saisie des fuites sur notre cartographie. Faut que tout le monde joue le jeu sur faire remonter les bonnes informations, les bonnes données, et d'avoir le petit truc qui dit, ah tiens, ça peut être intéressant pour
pour faire remonter la carto et nous faire évoluer pour peut-être faire des travaux. Ou voilà, on sait pas, c'est... Et justement, ça nous fait une transition pour la question de Delphine, qui est chargée des outils techniques au syndicat des eaux d'Île-de-France, qui demande à quelle fréquence est réactualisé le risque de fuite des canalisations. Et donc ça, je suppose que ça dépend autant du logiciel en lui-même que des valeurs qui sont rentrées au fur et à mesure par l'utilisateur. Mathis, peut-être? Oui, j'allais répondre à la question, c'est pour ça que j'ai réactivé mon micro. Alors, tout à fait. En fait, aujourd'hui, je sais qu'on est passé assez rapidement dans le cadre de l'utilisation de la démo du journal numérique, mais si vous avez peut-être pu regarder, en tout en bas de mon écran, il y avait un petit encart qui disait, bah voilà, à quelle date la dernière version de votre mise à jour de votre SIG et aussi les fuites. Donc, plus votre outil de gestion d'exploitation pouvoir renseigner les fuites qui seront mises à intégrer dans le SIG. On va dire qu'après, c'est un process assez fluide de transfert de données et à chaque mise à jour, le risque donc, est recalculé par rapport à ces nouvelles fuites. Et ainsi de suite. Et pareil pour les données qui n'existent pas à un temps donné, mais qui vont être complétées par la suite, eh bien, on vient en fait améliorer la base de données. Je pense que pas mal de nos éditeurs auditrices, hein, qu'on parle de PCRS ou autre, bah voilà, plus on aura de données d'informations sur le cadastre, ou autre, mieux on pourra prendre des décisions. Effectivement. Et une dernière question pour Cécile avant de passer à Rouen, région en tout cas. Alors, on a compris, ça fait 1 an que vous utilisez pleinement ce logiciel. Je ne sais pas si vous avez déjà pu mener à bien des travaux dans le cadre du PPI, mais donc toujours une question de Raphaël pour Jean-Raphaël Berthe, consultant. Est-ce que vous avez déjà ce retour entre volume estimé par le logiciel lors de l'établissement du PPI et volume de fuite effectivement évité avec peut-être une amélioration déjà du rendement? Moi, alors de mon côté, je pense que du côté de mes collègues de l'exploitation qui utilisent la recherche de fuite avec le Twin, je pense que ils doivent avoir des informations. Moi, de mon côté, pour le PPI, on l'a mis en place, on a travaillé dessus avec le logiciel cette année. Et donc, j'ai pas d'informations sur une année pleine pour pouvoir enfin, donner une réponse pour dire, voilà le volume que j'ai économisé. J'ai une estimation via le logiciel qui me dit, normalement, je suis censé économiser, enfin, en tout cas, éviter une perte d'eau de temps à l'année si je remplace ce tronçon-là. Donc après, on fait un cumul, on fait des petits tableaux, on s'amuse. Et, euh, et derrière, on fera une présentation, je pense, d'ici 1 an, quand j'aurai vraiment une année de travaux pleines pour pouvoir avoir un rendu avec des résultats probants parce que prendre du voilà par-ci par-là c'est pas le plus parlant pour les élus en tout cas. Donc j'ai pas encore ces infos-là pour l'instant. Merci. Donc, on garde la question sous le coude, Oui, pour un comme ça prochain. peut-être pour l'an prochain pour Grand Paris Sud. Et puis, soit Céline aura des informations aussi là-dessus, soit Marie, Hubert, Mathis pourront se faire un peu les porte-voix des autres collectivités qui utilisent le logiciel et dont ils connaîtront peut-être les chiffres, en tout cas, pour avoir une petite moyenne ou autre. Donc, merci encore, Céline Cécile, pardon. Merci Cécile pour ce retour d'expérience Avec sur plaisir. le volet PPI. Vous restez avec nous. On passe donc au syndicat d'eau du Roumois du plateau de Neubourg avec cette fois-ci Céline et qui donc pourra nous présenter ce retour d'expérience qui traitera cette fois-ci plus de qualitatif et de tuyaux justement en direct. Oui, Alors, bonjour. Donc nous, on est une régie qui a été créée en 2009. On est parti de la fusion de 9 petits syndicats en une seule et même régie avec la fin de plusieurs contrats de DSP. On avait à l'époque 22 000 abonnés dans un fichier Excel et on en a aujourd'hui 35 000 et tout avec tous les outils qui ont été mis en place. Alors, une grande partie avant 2012. Et puis, on est toujours à l'écoute
des nouvelles solutions pour améliorer de manière continue notre gestion. C'est dans ce cadre-là aussi on a découvert l'outil Twin. Alors moi, je suis de formation de base en ingénierie mathématique, donc j'étais assez rapidement convaincue par cet outil qui permet de créer une modélisation à partir de données et qui permet justement d'avoir des calculs quand on a un territoire. Alors nous, on a à peu près 1500 km de réseau sur 95 communes, donc un territoire assez rural. Donc avoir une vision globale, c'est jamais très évident. Et donc, on a un rendement effectivement qui est bas, qui est à 74,8%, mais est lié aussi à notre territoire qui est très, très rural et avec 22 abonnés par kilomètre de réseau. Donc, on a l'enjeu pour nous de bien gérer notre patrimoine est super important. Donc ensuite, par rapport à la partie CVM, on a fait un schéma directeur qui nous a justement calculé les temps de séjour. Donc on avait environ 95 km de conduite à risque, donc avec 45 km prioritaires. Donc en fin de compte, c'est quand même un enjeu qui vient s'ajouter à aux difficultés qu'on peut avoir par ailleurs avec notre plan pluriannuel d'investissement, 1500 km de réseau avec seulement 35 000 abonnés. C'est clair qu'on ne peut pas avoir un taux de renouvellement très élevé, donc il faut absolument cibler les tronçons les plus fuyards et intégrer aussi cette problématique du CVM dans les plans de renouvellement. Donc, on a des élus. Oui, non, j'étais là. Donc, pourquoi changer? Non, c'est quoi? Priorisation claire, voilà. Une recherche continue d'efficacité. Donc, effectivement, on doit monter aussi des dossiers de subvention. Donc, l'Agence de l'eau nous finance des renouvellements de conduite dans les secteurs très ruraux, justement, par rapport, justement, le but, c'est quand même de gagner un maximum au niveau des quantités d'eau et donc de réduire au maximum les fuites. Donc, identifier à partir seulement dans les SIG tous les tronçons, c'est quelque chose qu'on faisait manuellement dans notre SIG en regardant les tronçons où il y avait eu le plus de fuites, mais ça reste assez manuel là, d'avoir un outil qui nous permet de tout de suite voir où c'est le plus pertinent. C'est un énorme gain de temps, sachant que pour le coup, quand on a mis en place l'outil, on a pu constater que que c'était fiable. Et ça nous calcule directement le linéaire. Donc là, je suis ravie de voir que dans la V2, on aura aussi directement l'eau économisée et derrière, encore plus facile de calculer le coût économisé dans les renouvellements, puisque c'est vraiment les informations dont on a besoin et du coup, d'avoir quelque chose qui est vivant, parce qu'effectivement, là, on a intégré les temps de séjour des conduites CVM, mais effectivement, on a lancé des campagnes d'analyse et en fonction des résultats, il va nous falloir faire évoluer les renouvellements à venir en fonction. Quand on va détecter des taux, on va mettre en place des purges, mais l'idée, c'est pas de les laisser trop longtemps parce que le but, c'est quand même d'économiser de l'eau. Donc, c'est quand même de pouvoir intégrer un maximum ces conduites-là en renouvellement quand les taux seront en dehors des normes. Et donc, visualiser un coût de renouvellement. Donc, les matrices, ça permet effectivement d'avoir une idée globale rapidement des coûts qui est quand même pas mal calculé en fonction des diamètres de canalisation, du secteur où ça se trouve. Ça permet d'avoir quelque chose qui est quand même assez fiable sans passer par un bordereau de prix qui va l'estimer chantier par chantier où ça prend un temps monstrueux.
Donc, euh, donc voilà, je commence à avoir. Effectivement, grâce à l'outil, on a un ciblage quand même qui est plus précis des tronçons à risque. On a identifié les plus prioritaires et donc on a lancé les campagnes d'analyse sur les plus prioritaires. Et donc en fait, on a mis la prise en main. Alors on parlait de formation tout à l'heure. La prise en main, elle est assez simple de l'outil. On l'a vu assez rapidement à la mise en place. Et c'est vrai que, comme disait ma collègue, on a eu la chance, nous aussi, d'avoir un SIG qui est assez complet, qui comporte pas mal de données. Après, ça a été un gros travail depuis le début. De la création, depuis 2009, on a eu à cœur de mettre à jour tous les plans au fur et à mesure, d'enregistrer toutes les fuites. Alors, on a amélioré nos process à ce niveau-là aussi pour que les fuites soient vraiment localisées précisément sur la conduite et pas seulement avec une adresse. Maintenant, nos agents, ils ont carrément une application où ils partent directement de la conduite pour enregistrer la fuite. Donc, ça permet d'être sûr qu'elle soit au bon endroit. Avant, ça passait par des entretiens hebdomadaires entre les personnes du service SIG et les agents sur le terrain. Donc, à ce niveau-là, ça permet aussi d'avoir une qualité de données qui nous permet aussi d'avoir des retours qui sont assez fiables. Et inversement, en fait, on se rend compte en simulant, en faisant tourner des scénarios que parfois on se dit, ah bah tiens, il me sort ce chantier-là, mais cette conduite-là, elle a été renouvelée parce que, on a encore la chance d'avoir des gens qui ont un petit peu d'expérience et qui se disent, ah bah non, ça a été renouvelé, et donc on va aller chercher, on va retrouver des plans dans les archives et puis du coup pouvoir aussi mettre à jour cette information parce que dans le SIG et bah, du coup pouvoir faire retourner le scénario et c'est vraiment le côté dynamique de l'outil et l'enrichissement et ce que j'aime bien chez Lickmeted pour le coup c'est qu'on évolue, c'est-à-dire qu'on n'est pas figé, la problématique CVM ils l'ont intégré, le côté analyse euh, ça va arriver aussi, on va pouvoir intégrer nos résultats d'analyse. Et c'est vrai que bah, pouvoir croiser toutes ces informations-là en quelques clics, parce que vraiment la démo, elle est, bah, c'est aussi simple que ça en vrai, en fait. C'est vraiment très facile à prendre en main et on peut faire plusieurs essais, voir quels chantiers ressortent aussi à chaque fois. On n'est pas obligé de se figer sur un scénario, on peut en faire tourner plusieurs et quand on a des chantiers qui sont en commun dans plusieurs, et ben on a ça permet aussi bah, de fiabiliser, on va dire, les priorisations, quoi. Merci beaucoup Céline et Stéphane du coup qui a rejoint également. Mon collègue, ah non, on ne voit pas dans la caméra. Ah, il est là. Merci à vous pour ce retour d'expérience. Vous aviez évoqué le recensement de fuite. Est-ce que vous utilisez une autre application en parallèle que vous faites communiquer aussi avec Twin? Ou est-ce que quand vous avez Alors, des informations, vous les posez là? C'était une question. bah, en fait, c'est l'outil qu'on utilise avec notre SIG c'est notre SIG en fait qui s'interface avec Twin et on a un outil, on travaille avec une application mobile en fait qui permet Hmm, de générer les interventions et d'intégrer les fuites. Donc ça, directement c'est assez depuis le terminal. récemment mis en place. Avant, c'était une saisie, on avait des petits bons d'intervention numérique et puis le SIG de l'autre est une saisie par les gens du SIG et là, on a réussi à mettre en place une application qui permet justement Du terrain, ça arrive aussi. du terrain, ça arrive au SIG directement avec sans ressaisie d'informations. Donc, ça fiabilise en fait aussi l'information dans le SIG. D'accord. Et est-ce que vous êtes autorisé à le Ça communiquer? s'appelle c'est Géotech, visiter Niwa. Voilà, pour répondre à la question. Très concrètement, ok. Comme ça, c'était pour la communauté d'agglos de Moulins qui était intéressée pour le sujet. Ok. C'est ça. Euh,
Merci à nouveau. Alors, on a encore le temps si vous avez des questions pour, voilà, pour pas challenger, mais en tout cas relatif au retour d'expérience que vous avez entendu. Si vous avez des interrogations sur la manière de traiter le CVM également, je peux reposer l'interrogation de tout à l'heure de Raphaël pour Jean-Raphaël Berthe, consultant, sur le retour d'expérience. Est-ce que vous avez pu utiliser le jumeau numérique pour la recherche de fuite? Est-ce que ça a pu jouer sur votre rendement déjà? Ou c'est pas Bah, une c'est application un que vous peu en faites difficile encore? d'estimer parce que on est sur un territoire, on a des canalisations vieillissantes, donc c'est pas parce que on renouvelle bien nos conduites qu'on va forcément avoir un impact sur le rendement immédiat, puisqu'on a d'autres qui ont la nécessité d'être renouvelés en permanence. On est dans cette Hmm. alors après, là, on a mis en place là, de la recherche de fuite Et ciblée. avec la version sprint et on est en cours. Donc, Voilà, on est en cours pour justement cibler. Et là, pour le coup, la recherche de fuite, c'est vraiment là-dessus. Je pense que, on peut gagner en rendement plus que. Alors, le renouvellement, effectivement, il faut en faire. Mais si on veut du gain de rendement à court terme, c'est vraiment en ciblant les recherches de fuite. Nous, le patrimoine est tel que on n'aura jamais les moyens, surtout avec les enjeux qu'on a aujourd'hui de construction de stations. On n'aura jamais les moyens de renouveler suffisamment de réseaux en fait pour que ce soit par le renouvellement de réseau qu'on puisse améliorer le rendement. Parce que là, depuis 2012, on est autour de 75%. En fait, on a du mal à améliorer. On a un taux de renouvellement qui est assez hmm. fixe. Mais je pense que c'est vraiment par la recherche de fuite et par ce genre de choses qu'on va gagner. Et pour la version sprint, donc on a commencé qu'en juillet, mais il y a eu à peu près 23 fuites de trouver. Ils ont priorisé tous les tronçons, sont venus sur les tronçons les plus fillards et en 3 semaines, les techniciens de Liquidity ont trouvé à peu près une vingtaine de fuites. Ce qui veut dire que, alors les techniciens, c'est qu'ils allaient sur le terrain ou c'est à travers uniquement Une fois l'utilisation que du les logiciel? tronçons sont priorisés, des techniciens de recherche de fuite viennent sur le terrain et font les tronçons les plus fuyards. Ok, donc ça c'est proposé aussi Alexis, Juste pour pour compléter, l'utilisation par intervenir, oui, Alexis, rapport. ou... attends, Mathis, juste pour compléter, effectivement, il y a la particularité de ces deux collectivités, c'est elles ont à la fois le jumeau numérique pour la gestion patrimoniale, mais elles ont aussi le Sprint, qui est le produit de, de, de recherche de fluide rémunéré à la performance. Euh, Hmm. donc, on a intervenu 2 fois chez Grand Paris Sud, où on a fait successivement 30% et plus de 40% de réduction de pertes sur les secteurs qui nous ont été confiés. Et on fait la même chose au SRPN, où il y a déjà quelques fuites qui ont été trouvées, il y a d'autres aléas liés à la performance qu'on est en train de traiter, mais voilà, les équipes sont au-dessus. Donc juste pour compléter, hein, l'outil, on était sur la première génération de cet outil qui est utilisé par les collectivités. Sur la deuxième génération, qui était simplicité, facilité de voir l'impact. Là, on est en train de bosser. Je crois que Madame Céline a remarqué qu'on a mis les volumes d'eau. Donc, on est en train de bosser dur pour introduire. Donc, c'est encore en version bêta. On espère qu'en janvier, ça sera dans cette nouvelle version. On veut travailler vraiment sur cet impact, identifier les bonnes canalisations, travailler main dans la main avec les collectivités et chacun avec leurs enjeux pour optimiser les budgets. Et on pourra, ce qu'on espère, c'est pouvoir donner des trajectoires, en fait, des trajectoires d'évolution de rendement possible en fonction des scénarios. Donc, comme ça, ça pourra permettre d'adapter la stratégie d'investissement pour la collectivité. Et comme je le disais, le dernier bureau d'études avec qui j'ai discuté nous a bien fait la remarque. On vous attend au tournant, il est important qu'il y ait un impact sur le rendement, donc on y travaille dur. Merci. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de la partie recherche de fuite qui soit aussi payée au résultat, je vous ai mis dans le chat de discussion, enfin dans le fil de discussion, le lien vers le prochain webinaire qu'on organisera avec Liquidity justement en février prochain pour évoquer ce sujet-là, cette façon de fonctionner avec le code d'inscription LIC 26
pour ceux qui ne seraient pas abonnés à la communauté eau potable. Est-ce que Mathis avait quelque chose à ajouter là-dessus ou c'était bon? Non, bah, c'était vraiment pour la recherche de fuite. Oui, c'est un outil Mhm. en fait presque préalable à la constitution en fait du géomon-numérique. Et l'outil qu'on vous a présenté, le même algorithme est utilisé par nos techniciens qui ont une cartographie en fait de votre réseau sur lequel on va déterminer les 20-30% où il faut intervenir de manière en recherche de fuite sur le terrain. C'est-à-dire que sur une zone de 100 km, on va analyser la totalité de vos 100 km, mais on va pas aller sur le terrain faire du systématique. On va vraiment intervenir sur les zones prioritaires. C'est ça aussi qui nous permet d'être beaucoup plus rapide et comme disait la collectivité, d'avoir un nombre de fuites assez important avec un linéaire effectué très rapidement par nos équipes et nos techniciens sur le terrain. Et alors, une question un peu plus large pour le SERPN. On a évoqué le CVM. On comprend que c'est un sujet qui fait beaucoup de bruit aussi, pas dans les réseaux, mais dans les informations quand la collectivité est concernée. Est-ce que vous aviez un plan de communication pour préciser comment vous priorisiez vos interventions au niveau des habitants et des usagers du territoire? On a fait pour les personnes ciblées un courrier pour les prévenir des prélèvements. Après, on a effectivement informé, puisqu'on est aussi, on a aussi des problèmes de qualité sur des points notes, donc on a fait un courrier pour prévenir tous les abonnés des dérogations. Après, on n'a pas fait de courrier à tout le monde pour les alerter sur les CVM, parce que je pense que l'enjeu, ils vont tous nous demander. Alors déjà, on en a eu, malgré ça, Les concernés. on a fait un petit salon de l'eau. On a eu quand même quelques usagers qui sont venus dire et moi, mon branchement, est-ce qu'il est en CVM? Non, ah bah je suis rassurée. Donc après, là, pour le coup, les premières analyses, on a au final très peu qui sont en Ouais, dépassement. non-conformité. Ouais. Pour l'instant, les seules non-conformités, elles n'ont pas encore été confirmées, mais On attend le recontrôle. on attend le recontrôle, mais on n'a pas des taux. Et dont un, c'est une déchetterie qui est en bout de réseau complètement, donc effectivement, il n'y a pas de tirage. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est pas non plus un particulier. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de drame, mais, de taux qui seraient complètement démesurés. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on repart d'un réseau où finalement les données, il n'y avait pas forcément le matériau, l'année dans ce qu'on a pu récupérer à la création de Régie. Donc même si on l'enrichit au fur et à mesure, on a quand même on a encore, on n'en a plus beaucoup là, de matériaux inconnus, mais encore un petit peu. Et parce on a croisé les informations entre quand on pouvait avoir une date, on a estimé que ça devait être tel ou tel matériau en fonction de si c'est des lotissements. C'est vrai que les PVC, très souvent, c'est dans des lotissements, des plus petits lotissements et des petites antennes. Donc, ceux-là, ils sont plus facilement repérés, mais Donc, vous en avez la directement. qualité de la donnée va permettre justement à l'outil d'être encore plus d'avoir des résultats encore plus pertinents. Et alors justement, sur tout ce qui est partie données, intégration de la donnée dans le logiciel, on a Eric qui est directeur, directeur du service d'eau à la communauté d'agglo et Tempois Sud-Essonne qui demande comment est mise en œuvre l'interfaçage entre le SIG et Twin. Donc là, c'est une question qui s'adresse autant aux utilisateurs que vous êtes qu'à Mathis pour la partie technique du logiciel. Concrètement, vous donnez l'ensemble enfin le Twin a accès au SIG et peut absorber toutes les infos pour les prendre directement ou vous avez un travail en On plus a à ce fait, niveau? on a défini des exports en fonction de ce qu'on avait besoin d'avoir. On peut aussi demain les enrichir s'il y avait besoin. Mais là, du coup, Waldeck Multid, ils ont directement pu échanger avec notre prestataire. Et en fait, on a juste des exports réguliers qui sont intégrés. Il y a pas de connexion permanente. Il y a un export, voilà, Mhm. juste un export de données.
Il n'y a rien de très compliqué, ça va que dans un sens en plus. Donc, Le plus simple, c'est Mathis qui doit se débrouiller après. Effectivement, mais voilà, on essaie d'être le plus simple possible. Alors, ça peut prendre l'exemple d'avoir un flux WMS qui est connecté à notre QGIS et on peut donc venir lire la base de données et l'intégrer en fait dans notre outil. Ça peut être prendre aussi l'exemple d'un petit plugin dans QGIS où directement la collectivité qui a son SIG peut en fait nous pousser les données, ce qui nous permet de travailler en fait le plus rapidement dessus. Donc voilà. Alors, hop là, nouvelle question qui apparaît. Je suppose que cet export est sécurisé comme sensible. Est-ce que il y a un stockage sur des serveurs français, sur des serveurs américains, Est-ce que c'est quelque chose qui a posé une difficulté ou qui est complètement sécurisé de votre côté? Ah oui, hum, pardon. Alors, c'était plus pour, je pense, au niveau de Liquimity en général, effectivement, plus que uniquement au niveau du SERPM. Oui, tout à fait. C'est une vraie question. Les données sont sécurisées sur les serveurs qui sont à l'occurrence à Paris. C'est en France. On essaie de respecter toutes les consignes de sécurité. On est même accompagné par un cabinet pour faire des tests de sécurité en amont. On sait que c'est un souci qu'on veut anticiper pour demain. Donc, on va pouvoir sortir des rapports de tests de sécurité pour rassurer les collectivités. Très bien. Et je vous renvoie également vers le webinaire qu'on a pu faire sur la cybersécurité des services d'eau que vous retrouverez sur la plateforme. Alors, on a encore le temps pour quelques questions, en tout cas répondre à celles qui ont été posées avec un nouveau Bibata pour Artelia. Quand on veut un peu comprendre enfin, de manière un peu plus fine l'impact que peut avoir une opération. Est-ce qu'il est possible dans l'outil qui est proposé de définir des indicateurs de performance pour, entre autres, mesurer l'impact des travaux réalisés suite aux simulations effectuées, pour avoir un peu une photographie avant de ce qui est estimé et après de ce qui est réalisé? Ou est-ce que c'est pas forcément une option qui a été jugée? Si, si, si. Par exemple, là, pour l'instant, c'est le score un peu qu'on. Il y a différents enjeux qui ont été présentés, par exemple, par Mathis. Il peut avoir un schéma sanitaire ou un schéma de performance. Quand c'est le schéma sanitaire, ce qui va compter, c'est comment on fait baisser, du coup, le score ou, le- ou la dose de concentration ou de tronçons concernés. Donc là, c'est vraiment ce score-là qui va être observé s'il diminue. Quand on est plutôt sur le schéma de la performance, ça va être les volumes. Donc on est en train de, comme vous l'avez vu dans cette version, parce qu'on sait quand même que on était dans le temps 1 de mise en place. Il faut que ce soit facile à mettre en place, plus c'est facile à mettre en place et à rejouer, plus c'est facile d'évaluer. On l'a vu dans les schémas directeurs qui sont un peu figés, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on est vraiment en train de mettre en place cet axe-là de comparer les volumes afin de pouvoir derrière vérifier après les chantiers qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on a gagné. Donc oui, c'est en cours de mise en place. Il y avait encore plusieurs questions euh, qui sont liées aussi avec Eric, donc pour l'étang Poix-Sud-Essonne, qui demande, et ça rejoint un peu ce qu'on disait au début sur la possibilité pour le logiciel de combler un petit peu les carences en données. Donc, est-ce qu'il y a, et quels seraient dans ce cas-là les prérequis minimaux pour faire fonctionner à la fois l'outil Twin et puis particulièrement Sprint, si les données de connaissance du matériau ne sont pas toutes connues? Et dans la continuité de la question, est-ce que enfin, je suppose que votre logiciel se nourrira aussi des données que vous collectez avec tous vos clients pour renforcer la connaissance et la pertinence de ces prévisions? Ouais. Pour répondre à la première question sur les données minimales pour un sprint, nous, pour un sprint qui est bien le produit de recherche de fuite rémunérable à la performance, hein, qu'on va distinguer du twin. Le sprint, ce qu'on veut, c'est le tracé des canalisations.
C'est vraiment ça qui est important parce que faut à un moment donné que les chercheurs de fuite puissent aller sur le terrain et le tracer. On distingue différents cas d'usage. Au début, on travaillait avec des collectivités qui avaient les données, qui avaient, on va dire, 30, 20% de données manquantes, le truc un peu, le schéma un peu classique, hein. Quand je dis données manquantes, c'est parfois la date de pose, parfois le matériau, etc. Là, on est dans des cas un peu plus extrêmes. On travaille par exemple avec des syndicats ou des collectivités qui reprennent des compétences dans des territoires où là, on est vraiment à un niveau d'historique de fuite qui est très très faible et ça se passe plutôt très bien. On a quelques contrats qu'on pourra, comme Mathis pourra énumérer, hein. Donc, on se rend de plus en plus que on peut travailler tout ce qu'on veut quand on fait un sprint, c'est vraiment le tracé et on prend le SIG en état. Le plus important, c'est qu'on ait le même niveau de connaissance avec la collectivité. Si elle nous donne un niveau de connaissance qui est différent, là, ça va un peu être embêtant, mais si on a le même niveau de connaissance, bah, on va travailler et on va toujours aller avec notre objectif de réduction de 20%, sinon on n'est pas rémunéré. Ensuite, comment on enrichit? Il faut dire que l'Equity existe depuis 6 ans. On a quand même mis 3 ans de R&D. On a une équipe qui est constituée de data scientists, de mathématiciens, de développeurs. On a quand même déjà une base de données de près d'1 million de fuites qui est variée, hein. On essaie de ne pas biaiser. Donc, on a des fuites françaises, des fuites portugaises, italiennes, des fuites britanniques. Donc, on essaie de retirer un biais qui peut exister quand on entraîne. Donc en réalité, ce qu'on explique, c'est que quand on va dans une collectivité qui peut avoir, je prends l'exemple du SRPN qui a 100 fuites par an, ce n'est pas les 100 fuites qui nous aident à entraîner encore le modèle, hein. On a déjà quand même on a voulu partir d'un socle de connaissances fort pour ne pas être en train de faire, on n'est pas dans le business de la data. Nous, on est dans le business de la performance du réseau. Donc, c'est pas ça qui, on a à peine 0,01% d'incrémentation, c'est pas ça qui change la ligne, hein. C'est plutôt nous, on voulait plutôt permettre à des collectivités de franchir, de pouvoir initier des choses, même avec un État qui soit pas, qui est compliqué. Et comme ça, au fil du temps, on s'améliore ensemble. C'est sûr que la performance peut s'améliorer à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit toujours que les 20 à 30% du réseau contiennent pas de problème de fuite, 20 à 30% étant l'incertitude qu'on a sur la connaissance du réseau. Donc notre but, c'était d'arriver déjà avec un gros socle pour pouvoir permettre justement aux collectivités de franchir ce cap qui est très compliqué et qui est souvent réservé aux très grandes métropoles qui ont de l'argent et les moyens pour maintenir un super SIG. Je sais pas si ça répond à la question, mais voilà, c'était un peu. Merci, moi, Raphaël, pourra revenir dessus si c'est pas le cas. Et donc pour rassurer finalement Laurence qui posait la question pour Haute-Vienne sur les collectivités de grande taille, là on a vu, donc c'était 1500 km pour Grand Paris Sud, c'était assez rural aussi pour SERPN. Euh, sur la taille du réseau d'un territoire, est-ce que ça changera beaucoup pour vous? Est-ce que le logiciel fonctionnera de la même façon? Non, ça changera pas. Je peux donner des exemples. C'est vrai qu'en en France, c'est pas commun pour nous d'avoir une collectivité qui a 10 000 kilomètres. Par contre, en Angleterre, par exemple, on a travaillé avec Thames Water qui a 20 000 kilomètres de réseau. Donc, on l'a déjà appliqué sur 20 000 kilomètres. Ça fait souffrir un peu les serveurs ont chauffé, mais on l'a sorti si je ne me trompe pas, en 2 semaines ou 2, 3 semaines. On a aussi travaillé avec TAP, qui est un très gros opérateur dans la région de Milan, qui gère près de 6500 kilomètres. Donc ça a pu, à nouveau, c'est les serveurs qui ont tourné et ça s'est fait. Donc on peut travailler en France, c'est vrai qu'on n'a pas souvent ce genre de collectivité, mais on peut travailler avec des collectivités qui ont 10 000 kilomètres. Le plus important, c'est qu'on fasse quand même un pilote pour que tout le monde soit rassuré. Je sais qu'il faut aller étape par étape. Donc, sur les 10 000 kilomètres, on peut prendre une partie, on travaille sur 500 ou 1000 tranquillement, histoire de pas s'engager mutuellement sur des attentes trop irréalistes. Et une fois qu'on travaille sur ces 500, de fil en aiguille, on va nouer la relation pour aller sur les 10 000. En commençant par un secteur en particulier. Et alors, une dernière question qu'on a le temps de traiter aussi, qui est générale aussi, c'était celle d'Edith, donc à l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Est-ce que les canalisations avec des fuites qui sont avérées ressortent bien comme prioritaires dans le PPI qui est défini par la plateforme? Peut-être Mathis, plutôt avec l'expérience un peu des retours. J'ai juste
Ah, Peut-être Alexis, j'ai pas entendu le début de la pas question. entendu. Donc, c'était est-ce que les canalisations avec des fuites avérées ressortent bien comme prioritaires dans le PPI qui est défini par la plateforme? Alors, est-ce qu'on entend plutôt par fuite avérée des fuites visibles ou des fuites enterrées? Parce que pour moi, toute fuite est avérée une fois qu'on l'a intégrée dans notre plateforme, puisque on l'a constaté. Donc, elle fait objet de recherche de fuite ou parce qu'elle est apparue directement sur le terrain. Donc, elle sera intégrée dans notre patrimoine. Mais oui, en fait, l'évolution au fur et à mesure, l'impact de vos travaux va avoir un effet. On a déjà eu le cas, hein. Et là, je prends un exemple totalement en dehors du twin. Sur le sprint, on a fait des réparations. Finalement, le réseau a plus cassé qu'auparavant. Étant donné, on est tombé sur des fuites historiques. Donc, le réseau avait l'habitude, en fait, de fonctionner avec cette perte d'eau. Quand on a réparé, le réseau recassait de manière un petit peu plus, ça arrivait beaucoup plus souvent. Et en fait, on s'est posé la question avec le maître d'ouvrage et on est tombé sur des stabilisateurs réducteurs de pression qui n'étaient plus entretenus et qui faisaient un petit peu plus leur effet. Donc oui, l'algorithme en fait va évoluer plus on va lui donner des informations mises à jour. Et très simplement, des fuites qui vont être réparées vont hydrauliquement avoir une influence sur un autre réseau. Et ben l'algorithme va déterminer en fait si on revient de manière continue pour faire des différentes missions de recherche de fuite, on va pas revenir sur les mêmes zones. Et un truc qui est intéressant, je me rappelle les premiers, parce que j'étais les premiers twins, on allait vraiment même, on est allé chez la collectivité remettre. Je me rappelais toujours les premiers jumeaux numériques, on les rendait, on faisait un scénario et il y avait un gros suspense parce que tous les techniciens attendaient de voir les premières canalisations qui avaient été rénovées et tout de suite ils reconnaissaient leur rue. Ils disaient ah je connais cette rue, celle-là je la connais. Et c'était vraiment pour nous le juge, on se disait si si les personnes autour de la table, quand on fait ce scénario, ne reconnaissent pas leur rue, c'est qu'on s'est planté quelque part. Et je me rappelle toujours, il y avait toujours cet édition qui se rappelait des trois, quatre premières rues et ça faisait plaisir de voir que celles-là ressortaient. Donc voilà. C'est un petit peu notre juge de paix, un petit peu notre qui nous fait confiance qu'on va sur le terrain, c'est que on dit avec nos experts qui vont faire la recherche de fuite, on a un petit peu digitalisé le bon sens de l'exploitant. On a digitalisé énormément de données. On est passé des plans 250e fait au rotring à des plans 2 millième. Après, on revient à des plans beaucoup plus précis avec les PCRS et la loi DT-ICT. Mais en fait, souvent, on avait beaucoup d'agents réseau qui sont maintenant même partis à la retraite. Eux étaient des mines d'or d'informations et on les a un petit peu perdus. Et aujourd'hui, quand on va sur le terrain, bah, pourquoi vous allez chercher là-bas? On n'est pas du secteur. C'est vrai, on va apprendre avec vous le premier jour qu'on va arriver, on va passer du temps avec vos techniciens, on va apprendre de vos pratiques, mais on n'est pas du tout le secteur. Pourquoi vous allez là-bas? C'est grâce à notre algorithme qui nous précise une zone de recherche. Mais in fine, après, en échangeant avec eux, ça rejoint aussi des pratiques qu'ils ont au quotidien sur le terrain. Ouais, donc pour paraphraser Claude François qu'on citait en introduction, ces anciens techniciens qui étaient des mines d'informations sont désormais des petits points à l'horizon. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette transmission des savoirs qui puissent rester et pas partir comme du sable mouvant. Et alors une toute dernière question avant de passer à la conclusion, on a répondu, je pense, à beaucoup de vos interrogations sur les paramètres sur lesquels vous basez l'estimation des volumes de fuite estimés. Est-ce que c'est quelque chose qui est communicable ou est-ce que c'est vraiment au sein de l'algorithme ou de ce que vous avez pu euh, On, on- observer? comme, comme on disait, on est en train c'est une fonctionnalité sur laquelle on travaille. Il y a trois axes sur lesquels on travaille. Le premier axe, c'est d'abord d'avoir les volumes perdus actuels de la collectivité. Donc, si on a les volumes actuels, déjà, c'est la base pour pouvoir savoir de quoi on parle. Ensuite, il y aura différents niveaux de précision aussi qu'on va avoir. Il y aura ceux qui auront une sectorisation, donc des volumes un peu plus fins par secteur qu'on va utiliser. Il y a ceux qui n'en auront pas, donc on va devoir, c'est aussi notre philosophie de toujours pouvoir proposer un premier niveau avant d'aller dans les niveaux un peu plus avancés. Ensuite, les deux axes sur lesquels on travaille, c'est que quand vous faites une rénovation, finalement, l'outil permet d'avoir des probabilités qu'on affecte à chaque tronçon. Et donc, pour nous, on essaie de simuler les rénovations. C'est-à-dire, quand on fait une rénovation, ça veut dire qu'on va probablement ramener la probabilité à un niveau zéro. Donc, on est en train de regarder un peu
ce qu'on appelle un peu la masse critique évitée qu'il y a sur le réseau. Et grâce à cette notion de masse critique évitée, parce que la probabilité, quand vous dites vous faites un BPI, vous êtes en train de mettre des probabilités un peu partout à zéro, on va essayer de trouver les bons coefficients qui corrèlent bien avec les volumes perdus. Et si on réussit à trouver ces bons coefficients, on va pouvoir vous dire, voilà la simulation qui a été faite par ce PPI. Donc c'est vraiment cette combinaison-là. Déjà avoir les volumes perdus sur le réseau. Si vous êtes très avancé sur la sectorisation, ensuite, quand vous faites votre simulation de rénovation, votre PPI, en réalité, ce que vous êtes en train de faire, vous mettez des probabilités à zéro et on va se servir de cette masse critique que vous enlevez pour essayer d'estimer les volumes que vous enlevez. Et c'est comme ça qu'on va essayer de donner des scénarios avec des marges d'erreur. Donc, on est en train de tester cela. On est d'ailleurs on est ouvert à des bêta-testeurs hein, qui veulent nous accompagner sur ce sujet-là pour avoir voilà, des pistes, des scénarios, des trajectoires de volume pour pouvoir arbitrer entre deux scénarios. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse complète. Voilà, pour aujourd'hui, en tout cas pour ce qu'on pouvait présenter de Twin Liquid. On vous retrouvera donc directement Liquid au Carrefour de gestion locale de l'eau en présentiel donc le 21 janvier prochain. Vous pouvez vous inscrire sur le Carrefour avec le code ABO CGL27 que je vous transmets dans les fils de discussion. Et pour les prochains rendez-vous en digital, vous savez où nous retrouver sur la plateforme idealco.fr. Vous pouvez tout à la fois poursuivre les échanges de cette conférence en utilisant le fil de discussion qui est associé à la page de cette conférence et en élargissant éventuellement vos interrogations à l'ensemble de la communauté eau potable, par exemple. Vous retrouverez le support de présentation avec les contacts des intervenants si vous voulez vous rapprocher notamment de l'ICMITID ou des collectivités pour les retours d'expérience pour poser davantage de questions ou obtenir, pourquoi pas, un devis pour tester chez vous. Et sinon, vous retrouverez le catalogue de nos formations à venir sur le site avec l'onglet formation. Vous choisissez votre communauté préférée, mais on ne dira pas de laquelle il s'agit. Et vous retrouverez les prochaines conférences qu'on vous propose en ligne. Donc, la- en décembre, notamment la tarification de l'eau, la fin du cycle de 4 conférences qu'on organise avec le cabinet Citexia, et donc jusqu'en février, la, la conférence déjà qu'on refera avec Liqumitid. Donc, un grand merci à nouveau à nos intervenants du jour. Donc, Marie, Mathis et Hubert pour Liqumitid. Merci beaucoup à Cécile pour le Grand Paris Sud. Merci également à Céline et à Stéphane pour le SERPN. Merci à vous de nous avoir suivis en direct. Par avance, si vous êtes sur le replay que vous retrouvez donc sur la plateforme. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis donc à bientôt sur Idealco. Merci Merci Alexis. à tous Merci beaucoup. pour votre participation. Merci à tous.